Dans une ruelle sombre, un groupe de voyous terrorise et maltraite un sans-abri. Soudain, CJ arrive pour sauver le vagabond sans défense. Pour le remercier de son aide, l'homme sort une pierre transparente sur laquelle est gravé un symbole mystérieux. L'homme lui révèle qu'il s'agit d'une clé mystérieuse qui peut révéler les vérités de ce monde. CJ tend la main pour prendre la pierre mystérieuse. Soudain, le symbole se transforme en tatouage sur la peau de CJ. Le lendemain, CJ court rejoindre son ami Toko Ikinose. CJ est sur le point de heurter un passant, mais la jeune fille lui assène un violent coup à la poitrine. La jeune fille aux cheveux argentés s'excuse d'avoir failli mettre fin à la vie du garçon. Le contact de sa peau produit une soudaine décharge électrique entre leurs mains. La jeune fille regarde CJ d'un air confus avant de s'éloigner lentement. CJ est troublé par le comportement étrange de la jeune fille, mais Toko lui crie de se dépêcher, sinon ils seront en retard à l'école. Par la suite, CJ n'arrive pas à se concentrer sur le cours, car il pense à son tatouage. Après la classe, CJ raconte à ses amis qu'il a sauvé un vagabond la nuit dernière. Il pense qu'il est trop gentil pour risquer sa vie pour un simple étranger, mais CJ pense que ses compétences en arts martiaux devraient être utilisées pour le bien de la communauté. Pendant ce temps, Toshi fait part d'une rumeur selon laquelle l'Amérique est en train de développer une arme secrète contre le royaume du Sélinistan. Il s'agit d'un dispositif de scellement de combat qui ressemble à un tatouage. Malgré leurs étranges théories du complot, Toko demande à CJ de l'accompagner faire des courses. Alors que Toko est occupé à chercher des ingrédients, CJ appelle son grand-père. Mais Izzy, la jeune fille aux cheveux argentés, l'interrompt soudain et lui demande s'il va bien. Soudain, la fille lui arrache le téléphone et s'en va. CJ poursuit la fille jusqu'à ce qu'il arrive dans un entrepôt abandonné. Furieux, CJ hurle pour récupérer son précieux téléphone, mais l'étrange fille veut d'abord savoir d'où vient son tatouage. Izzy tente de le frapper, mais il évite le coup. La fille lui dit que son tatouage est une arme américaine top secrète qu'elle doit lui retirer. CJ tente de se défendre, mais Izzy n'est pas facile à vaincre. Pour le coup de grâce, la fille sort une lame et tente de le poignarder. CJ sait que ce sera son dernier souffle. Mais ce n'est pas le cas. Avec son visage de fille kawaii, Izzy laisse entendre qu'elle est peut-être allée trop loin. Izzy dit qu'il est plutôt bon pour quelqu'un qui n'a pas encore activé son tatouage. Soudain, Izzy enlève ses gants et lui montre son tatouage. Ces tatouages améliorent non seulement les capacités physiques de l'utilisateur, mais peuvent également produire des phénomènes surnaturels. Izzy annonce que son déclencheur est la craie. Elle prend un morceau dans son sac et active son tatouage. La jeune fille crée une sphère d'air et la pousse vers le haut. La sphère explose et crée une énorme onde de choc. Plus tard, à la maison, le grand-père de CJ le punit pour sa défaite. Il lui reproche d'être faible comme son père, mort en vain. CJ tend la main comme son père le lui a appris. Ce souvenir douloureux lui fait monter les larmes aux yeux. Le lendemain, Izzy observe CJ de loin dans sa classe. Elle est accompagnée de son subordonné, Tom, qui ne comprend pas pourquoi elle n'a pas arrêté CJ. Izzy demande à Tom de la laisser s'occuper du garçon comme elle l'entend. Les jours passent et Izzy continue de suivre CJ partout. Fatigué de cette traque inquiétante, Toko veut confronter la jeune fille, mais CJ en empêche son ami. Lorsque son ami s'en va, CJ appelle Izzy. La jeune fille félicite CJ d'avoir gardé secrète l'information sur son tatouage, mais le garçon veut en savoir plus. Soudain, un homme énorme se précipite sur une personne allongée sur le trottoir. CJ renverse rapidement l'homme d'un coup de coude. Izzy admire l'héroïsme de CJ, mais elle se rend vite compte que l'homme poursuivait Tom. Avant qu'Izzy et Tom ne puissent échanger des informations, l'homme blessé se relève et renverse CJ. Izzy affirme que leur adversaire a déjà activé son tatouage, qui lui confère des pouvoirs surnaturels. Malgré le risque énorme, CJ s'entête à attaquer l'homme nommé Theodore Wilson, membre de la mafia de Los Angeles. Theodore s'est rendu au Japon pour acheter tous les tatouages passés en contrebande par les Yakuza. Izzy mentionne que Theodore est également un novice en matière de tatouage. CJ remarque alors que les attaques de Theodore le laissent à découvert. La seule arme de Theodore étant sa force destructrice, CJ n'a d'autre choix que d'utiliser cette force contre l'homme lui-même. Repérant une ouverture dans la défense de l'homme, CJ frappe Theodore d'un uppercut, mais celui-ci ne sert pratiquement à rien. L'homme saisit la tête du pauvre CJ et le frappe à plusieurs reprises dans le ventre. À ce moment-là, CJ se souvient à nouveau de son père et tend la main jusqu'à ce qu'il se rende compte de quelque chose. Avec un orbe sombre dans la main, CJ projette Theodore dans une énorme explosion, l'éliminant. Témoin de cette scène, Izzy en conclut que CJ possède le Voidmaker, un tatouage sans clé d'activation. CJ est plongé dans l'obscurité jusqu'à ce que son tatouage s'illumine soudainement. Lorsque le symbole lumineux disparaît, une créature monstrueuse apparaît devant ses yeux. CJ se réveille et se rend compte que Tom fouille dans sa chambre et qu'Izzy est en train d'écrire quelque chose sur son front. CJ se souvient enfin qu'il a failli mourir. Reconnaissant le potentiel du garçon, Izzy l'invitait à rejoindre l'armée américaine. Leur mission actuelle est de retrouver les tatouages volés par un certain chercheur, dont celui que possède CJ. Une fois qu'un tatouage est fixé sur le corps humain, la personne ne peut pas l'enlever facilement et s'il refuse de coopérer, ils seront obligés de lui couper le bras.
Tom explique que le tatouage de Seiji peut produire un coup si puissant que s'il n'est pas contrôlé, il pourrait entraîner la mort de l'utilisateur, mais avec leur aide, ils peuvent empêcher que cela ne se produise. Seiji saisit Izzy par le col et lui reproche sa situation, mais la jeune fille plaque le garçon au sol. Tom et Izzy le quittent, espérant une réponse favorable lors de leur prochaine rencontre. Bien entendu, Izzy a l'intention d'être présente à l'école le lendemain, tandis qu'elle se fait passer pour une élève qui vient d'être transférée dans la classe de Seiji. La jeune fille se présente sous le nom de Bluesy Fruzy. Seiji sursaute d'horreur et tente d'ignorer la fille, mais Izzy le salue de façon provocante. Dès que le professeur quitte la classe, les autres élèves posent des questions à la nouvelle fille, notamment sur sa relation avec Seiji. Saisissant l'occasion, Izzy s'approche du garçon et lui masse séduisamment les épaules, tout en mettant un papier dans sa poche. Les garçons jettent Seiji par la fenêtre parce qu'il est un loser fiancé à une fille sexy, tandis que Toko réprimande les actions d'Izzy. Elle est sa tutrice, ou secrètement amoureuse de notre Seiji. Sentant la jalousie de la jeune fille, Izzy la taquine. Par la suite, Seiji rencontre Izzy sur le toit. Izzy lui demande froidement sa réponse à leur invitation à rejoindre l'armée, mais Seiji veut connaître les effets secondaires du tatouage. Tom sort de nulle part et explique qu'Izzy a cessé de vieillir lorsqu'elle a reçu son tatouage. Tom affirme que ces étranges tatouages sont d'anciennes reliques que les humains modernes ne peuvent pas recréer. Seiji se rend compte qu'il devra faire le sale boulot s'il se joint à eux. Mais pourquoi dans l'armée? Pour éviter qu'une guerre n'éclate, répond Izzy. Elle évoque les tensions croissantes entre l'Amérique et le Royaume. Avec une meilleure connaissance de la technologie, le Royaume peut facilement submerger les États-Unis, mais cela pourrait conduire à une destruction massive. Désireux de faire justice, Seiji accepte de se joindre à eux. Tom et Izzy lui souhaitent la bienvenue dans l'équipe Blue Moon. Avant de partir, Izzy dit à Seiji de faire attention au sang car c'est son élément déclencheur, mais cela semble être un mensonge. Plus tard, Izzy empêche Tom de se rendre au quartier général. Izzy dit qu'il vaut mieux rester discret, mais Tom pense qu'elle lui réserve un traitement de faveur, car Seiji lui rappelle son jeune frère. Pendant ce temps, alors qu'une guerre civile éclate, la princesse Aryabhata donne ses prochains ordres au capitaine Agita. La princesse a tué son père et ses gardes du corps. S'emparer d'une nation, c'est comme acquérir une carte dans un jeu vidéo, mais elle veut la planète entière. Un samedi après-midi, Izzy invite Seiji dans leur repère. Le quartier général ressemble à une maison normale, mais Seiji est nerveuse à l'idée de ce qu'il pourrait rencontrer à l'intérieur. Pendant ce temps, il s'avère que Toko suit Seiji en secret. La jeune fille soupçonne qu'Izzy a quelque chose à voir avec les récentes actions de Seiji, mais elle se sent comme une harceleuse et décide de rentrer chez elle. Soudain, une fille à l'allure effrayante lui attrape le visage et la bloque. Pendant ce temps, Seiji visite la maison. Soudain, le téléphone de Seiji sonne. C'est Izzy, qui lui dit qu'elle sera en retard et qu'il peut demander des informations à Tom en attendant. Le téléphone de la maison sonne également. Tom demande à Seiji d'aller chercher un carton à la cave pendant qu'il parle au téléphone. Un informateur signale que la princesse Aryabhata s'est emparée du trône par la force. Tom doit immédiatement le signaler à Izzy, mais il sonne la cloche. De son côté, Seiji se promène dans la cave et trouve immédiatement la boîte en carton. Lorsque Tom ouvre la porte, un parapluie lui transperce le corps. En montant à l'étage, Seiji voit immédiatement Tom blessé et Toko tenant l'arme ensanglantée. Pendant ce temps, Izzy affronte un grand homme tatoué. L'agresseur l'informe que la princesse Aryabhata règne désormais sur le royaume et qu'il fait partie de l'équipe personnelle de tatoueurs de la princesse. Il est connu sous le nom de Laka, le behemoth de la vipère. Laka frappe Izzy avec son fouet, mais la jeune fille reste calme et évite les coups. Entre-temps, avant que Toko ne devienne une marionnette meurtrière, Iltutmish, l'effrayante fille au parapluie, lui avait montré un aperçu de sa vie. Elle cherchait seulement de la nourriture quand Aryabhata l'a trouvée dans la rue. La princesse ordonna à Iltutmish de lécher sa chaussure si elle voulait un morceau de son sandwich, mais Iltutmish l'attaqua avec son parapluie. Cependant, la princesse s'empare facilement de l'arme d'Iltutmish et l'engage comme l'un de ses hommes de main royaux. Au quartier général, Tom avertit Seiji de s'enfuir, mais le garçon refuse, car il ne comprend pas pourquoi Toko agit de la sorte. Iltutmish explique qu'elle utilise le corps de Toko comme une marionnette. Seiji doit ouvrir une poche de transfusion sanguine dans la boîte pour activer son tatouage et se battre, mais la fille effrayante repousse la boîte d'un coup de pied. Pendant ce temps, Izzy distrait Laka en activant son tatouage, et elle s'échappe. De son côté, Seiji tente de récupérer son propre sang tout en évitant les attaques d'Iltutmish. Voyant que ce n'est pas suffisant, il attrape le parapluie d'Iltutmish, imbibé du sang de Tom. Le tatouage brille, mais il lui manque encore un peu de force. Seiji tombe au sol et Iltutmish lui poignarde l'épaule gauche sans hésiter. Dans la tête de Toko, la jeune fille crie à Iltutmish d'arrêter. De toutes ses forces, la fille force Iltutmish à sortir de sa tête, et Seiji en profite pour attaquer la fille. Tom active son tatouage et fait sortir Iltutmish de l'esprit de Toko, mais Seiji intervient, furieuse qu'Iltutmish ait impliqué son ami. Le pouvoir de Seiji augmente. Son corps se guérit et une masse sombre commence à l'entourer. Tom l'avertit de ne pas utiliser son pouvoir, mais Seiji veut dévorer l'idée absurde de justice d'Iltutmish, mais Toko l'en empêche. Le coup détruit le toit de la maison, permettant à Iltutmish de s'échapper.
Dès qu'Izzy arrive auprès d'eux, elle constate que la moitié de la maison a disparu. Sans compter que les organes internes de Tom sont toujours suspendus hors de son corps. Pendant ce temps, Toko réconforte Seiji, mais ce dernier voit le front de Toko marqué d'un tatouage. Pendant que la maison est rénovée, Izzy entraîne Seiji dans la cave et Tom cache le tatouage de Toko avec un pansement blanc. Le tatouage de Tom est une copie, un sous-produit du processus de recherche qui n'est pas très puissant non plus. Quant à Izzy, son tatouage est authentique mais moins intense que celui de Seiji. Cependant, c'est la première fois qu'il voit quelque chose de similaire au tatouage de Toko. Pour leur faire prendre conscience de la dangerosité des tatouages, Izzy leur montre une photo d'une expérience ratée sur un tatouage sans clé d'activation comme celui de Seiji et sans moyen de se défendre. Désormais, Seiji ne doit plus l'utiliser sans la permission d'Izzy. Seiji doit améliorer toutes ses capacités physiques pour manifester une plus grande force tout en activant son tatouage. Tom lui donne, ainsi qu'à Toko, un dispositif de protection. Cet appareil les avertit lorsqu'un tatouage activé se trouve à proximité et envoie leur position à Tom et Izzy. Tom et Izzy discutent ensuite d'Aryabhata et de ses plans diaboliques. Voyant que la situation est devenue trop dangereuse pour être gérée seule, Tom propose d'emmener Seiji en Amérique. Mais Izzy demande plus de temps pour réfléchir. Alors que Seiji et Toko rentrent chez eux, le garçon s'excuse d'avoir entraîné son ami dans le danger, mais la fille trouve romantique qu'il est maintenant un secret. Réalisant ce qu'elle a dit, elle s'enfuit, mais s'arrête immédiatement lorsqu'elle manque d'écraser un chat errant. En suivant le chat, Seiji et Toko aperçoivent 3 chatons qui mangent de la nourriture et un autre qui a l'air malade. Pendant ce temps, Iltutmish et Laka sont dans les parages, mais ils décident de se contenter d'observer le garçon au puissant tatouage. Soudain, la chatte amène son petit malade devant eux. Laka rit de son désir de se débarrasser du petit malade, mais Iltutmish pâlit à cette idée. Pendant ce temps, Izzy se dispute avec Lisa, qui lui donne des informations secrètes sur leur prochaine cible. Quelques jours plus tard, Izzy et Tom enferment Seiji et Toko dans leur cave pour les empêcher d'aider Izzy à sauver son ami, qui a été kidnappé par des assassins. Seiji ne peut pas rester là sans aide et décide de courir pour aider Izzy. Il utilise son tatouage pour détruire la porte qui le bloque à l'intérieur, mais finit par détruire toute la maison. Seiji et Toko se rendent à vélo au port où Izzy combat le groupe d'assassins pour sauver son ami. En arrivant, il rencontre l'assassin qui a marqué Toko. Le combat s'engage immédiatement, Seiji esquive les différentes attaques puis utilise le pouvoir de son tatouage pour couper la lame en deux. La femme le frappe d'un coup de pied et ramasse des épées en s'approchant. Seiji commence à s'enfuir tandis que Tom lui explique par l'intermédiaire d'un communicateur comment vaincre l'assassin. Mais cela ne fonctionne pas et il est tranché par les lames. Toko, voyant Seiji à terre, active le pouvoir du tatouage et se précipite sur l'assassin. Soudain, Seiji regrette de ne pas avoir pu protéger Toko et est emmené dans un endroit inconnu. Là, il entend une voix qui se moque de lui parce qu'il n'a pas utilisé son pouvoir pour tuer l'assassin. C'est la voix de son tatouage, qui lui dit qu'il a le pouvoir de tout défaire, les gens, le monde et toutes les créations. Furieux, Seiji se donne un coup de poing dans l'estomac en disant qu'il n'écoutera pas la voix de son tatouage et qu'il sauvera Toko. Il détruit alors le donjon, créant un trou, et frappe l'assassin pour sauver Toko. L'assassin le supplie de la tuer, mais la princesse Aryabhata apparaît soudain derrière lui. Elle souhaite le recruter pour son objectif. Elle lui dit également que s'il se joint à elle et l'aide à atteindre son but, son souhait de paix sera également exaucé. Le garçon refuse et elle disparaît avec son assassin, laissant Seiji s'interroger sur les véritables intentions des États-Unis quant à l'obtention des tatouages. Quelques jours plus tard, Seiji rencontre Brad, un combattant expérimenté qui est aussi l'ex d'Izzy. Il l'entraîne à utiliser son tatouage, lui expliquant qu'il peut utiliser son pouvoir pour paralyser quelqu'un d'un simple regard. Seiji lui demande à quel point il doit s'entraîner pour atteindre ce niveau, mais Brad lui répond qu'il doit au moins atteindre le point où il peut percer de petits trous dans un fil. Même s'il doit améliorer son contrôle de la puissance, il ne peut pas oublier d'entraîner son corps et ses arts martiaux. Il se réveille après s'être évanoui à la suite d'une séance d'entraînement épuisante avec son grand-père, et voit Toko. Ils partagent tous deux des fruits et font part de leurs sentiments l'un pour l'autre. Quelques jours plus tard, Seiji et ses compagnons partent en mission dans les ruines. C'est l'une des 4 ruines au monde où l'on peut trouver des tatouages. D'après leurs informations, la princesse devrait déjà s'y trouver et tenter d'absorber le pouvoir des ruines pour réaliser son plan et réécrire le monde. Si elle absorbe le pouvoir de toutes les ruines de tatouage, elle contrôlera le monde. Lorsqu'ils atteignent les ruines, Seiji saute de l'hélicoptère pour arrêter le plan de la princesse. Il rencontre bientôt Karshekar, le détenteur de tatouage le plus fort du monde, qui travaille comme garde du corps pour la princesse. Seiji remarque leur différence de puissance et décide de s'enfuir, mais elle se téléporte vers lui et utilise rapidement son katana, le blessant à plusieurs reprises. Au sol, il utilise son pouvoir pour améliorer sa vision et voit Brad apparaître pour affronter Kar. Malheureusement,
la princesse apparaît soudainement à ses côtés et le plaque contre un mur créé grâce à ses nouveaux pouvoirs. Elle le poignarde ensuite avec des branches de bois, expliquant qu'elle a divulgué sa position afin de voler leur tatouage. Seiji tente d'utiliser son pouvoir pour se libérer, mais la princesse lui révèle que son tatouage peut facilement l'empêcher de l'activer. Izzy parvient à se faufiler et tente de tirer sur la princesse, mais le pouvoir de cette dernière la bloque. À ce moment-là, il voit tous deux Brad tomber au sol et il commence à parler à son tatouage pour lui demander plus d'énergie. Seiji fait de même, tandis qu'Izzy le supplie de sauver Brad. Seiji parvient à se libérer et utilise son pouvoir pour empêcher Car de tuer Brad. Ce dernier parvient à vaincre Car, mais à un prix élevé, car Brad commence à prendre une forme inhumaine et demande à Seiji de le tuer. Seiji refuse, mais le tatouage montre sa vraie forme et mange Brad contre la volonté de Seiji. Seiji n'arrive pas à croire que son tatouage a absorbé son maître. Tuko court vers lui pour le réconforter, mais à ce moment précis, l'assassin se transforme en un énorme lion et la dévore sous ses yeux. La princesse part avec l'assassin en disant qu'elle s'attend à voir Seiji bientôt, parce qu'il doit la rencontrer à nouveau. Il retourne à Tokyo, mais Seiji ne peut s'empêcher de se reprocher d'être trop faible. Il pensait avoir le pouvoir, mais il a fini par perdre ses proches. Soudain, le professeur Wiseman, l'homme qui a tatoué Seiji, apparaît. Il dit que les âmes humaines commencent à se corrompre après avoir utilisé les pouvoirs du tatouage. Le tatouage commence à consumer leur âme et, une fois épuisé, peut contrôler l'autre ou le paralyser. Cela explique aussi les intentions de Brad. Izzy apparaît dans le dos de Wiseman et le menace, mais il parvient rapidement à les convaincre de l'accompagner pour enfin réaliser le souhait de Brad. Il demande à Seiji d'entrer dans la chambre qu'il a créée, où il pourra voir les souvenirs de Brad et comment enlever tous les tatouages de la planète. Seiji passe un an à s'entraîner pour améliorer ses compétences, ce qui lui permet de prendre de meilleures décisions. Ensuite, il améliore son expérience au combat, en s'entraînant contre des membres de l'armée lors de batailles simulées. Soudain, ils reçoivent une vidéo envoyée par Aryabhata invitant Seiji à visiter une autre ruine de tatouage dans le Grand Canyon. Seiji et son groupe atteignent le Grand Canyon et livrent une bataille. Le groupe décide de se séparer. Seiji et Tom se dirigent vers les ruines pendant que les autres s'occupent de leurs adversaires. Tom dit que la grotte se trouve à environ 200 mètres sous terre, et Seiji utilise son pouvoir pour créer un trou suffisamment long pour atteindre la grotte et sauter en bas. Une fois au fond, Seiji rencontre Car et engage un combat au cours duquel il esquive ses attaques. Il la trompe ensuite en visant sa poitrine et en brisant l'une de ses épées. Car le frappe à nouveau, lui coupant l'estomac, mais il utilise son tatouage pour guérir. Elle lui explique que la princesse veut devenir un dieu et régner sur le monde. Il les esquive tous, mais est poignardé. Il guérit une fois de plus et jure de se venger de Tuko. Ils se préparent tous deux à la dernière attaque et elle parvient à le blesser au bras et à la jambe. Lors de la dernière attaque, Seiji parvient à la vaincre d'un coup puissant. Soudain, la princesse apparaît après avoir absorbé le pouvoir d'une autre ruine. Seiji s'attache les cheveux avec l'élastique de Tuko et se prépare à la combattre après avoir pris des pilules de Wiseman. Cela lui permettra d'exploiter pleinement le pouvoir de son tatouage, et il ne se soucie pas de ce qui lui arrivera. Il n'est intéressé que par la vengeance. Les deux se battent, mais la princesse peut utiliser ses boucliers pour bloquer, s'envoler, attaquer avec des boules laser, des éclairs, bref, elle peut tout faire, ne laissant aucune chance à Seiji de remporter le combat. Elle lui explique qu'il a toujours été son jouet, qu'il a toujours été trop faible pour la combattre. Elle crée un golem et, tout en disant qu'il a dansé dans la paume de sa main, fait en sorte que le golem referme sa main et l'écrase. Seiji utilise son pouvoir pour l'arrêter et commence à escalader le bras du golem. Mais à ce moment-là, elle lui révèle qu'il a fait un usage excessif de son pouvoir. Elle le frappe, révélant que Wiseman ne l'a utilisé que pour devenir Dieu, et qu'il n'a jamais eu l'intention de l'aider. Soudain, ses compagnons apparaissent et le sauvent. Ils se rendent compte que Seiji est à bout de force et qu'il peut à peine se soigner, mais le garçon ne veut pas abandonner. Il veut vaincre la princesse. Il veut se venger. Tom le porte sur son dos, tandis qu'Izzy et Tamaki tentent de retenir la princesse, mais elle les vainc facilement avec une explosion. Seiji voit Izzy tomber et saute pour la sauver, car il ne veut pas perdre quelqu'un d'autre. En fait, Wiseman espérait que Seiji vaincrait la princesse. Il ne réussit pas, mais cela ne gâche pas le plan de Wiseman, qui a tout préparé, jusqu'à tromper la princesse. Il active les pilules qu'il a données à Seiji et le transforme en un énorme monstre pour combattre la princesse, devenue elle aussi un monstre. Le combat entre les monstres commence et la princesse commence à dominer Seiji, tandis que l'armée tente de lui tirer dessus, mais en vain. Seiji, qui est resté inconscient à l'intérieur du monstre pendant tout ce temps, se réveille enfin.
Il commence à se battre et lui brise la bouche avec son poing. Il s'excuse ensuite auprès d'Izzy et de Brad d'être devenu un monstre et commence à maîtriser la princesse, qui est incapable de réagir. Il commence à échanger des coups de poing, mais Seiji continue à la maîtriser grâce à son expérience des arts martiaux. Finalement, il ouvre la bouche monstrueuse de la princesse, saute dedans et l'élimine de l'intérieur, sauvant ainsi le monde de cette menace. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.